Bienvenue dans cette chronique nouvelle mouture. En effet, suivant le vieil adage que seuls les idiots ne changent pas d'avis, j'ai décidé de modifier le contenu de mes chroniques, plus d'anecdotes, de détails croustillants, d'images, d'extraits de films, d'avis perso, donc moins de biographies lourdingues. Une fois n'est pas coutume, cette chronique sera déconseillée aux plus jeunes, car nous allons parler d'un film choc, et quel choc, Seven, de David Fincher, sorti en 1995. Rares sont les films qui m'ont laissé pantois, obligé de rester assis dans mon fauteuil jusqu'à la fin du générique. Étude magistrale de tout ce que l'âme humaine peut avoir de noirceur, subtil mélange de séquences chocs et de scènes intimes, Seven a rapidement intégré mon top 5, et je vais vous expliquer pourquoi. Voyons d'abord le pitch du film. L'inspecteur de police David Mills, interprété par Brad Pitt, est transféré à la brigade criminelle d'une grande métropole américaine. Il doit faire équipe avec celui qu'il doit remplacer, William Somerset, Morgan Freeman, un homme affecté aux homicides et bientôt à la retraite. Les deux hommes sont alors confrontés à un tueur en série psychopathe qui planifie méthodiquement ses meurtres en fonction des 7 péchés capitaux, à savoir la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie et la colère. Le cauchemar peut commencer. Tout jeune réalisateur venu du clip vidéo et qui a travaillé pour les plus grands, Madonna, Aerosmith, Mark Knopfler ou Foreigner, David Fincher est contacté en 1992 par la Fox pour réaliser Alien 3. L'expérience est catastrophique. Les producteurs ne lui font aucune confiance. Il n'a pas le final cut, un droit de regard sur le montage final, le scénario change tous les jours, bref, Fincher ne veut plus faire de cinéma. Il revient d'ailleurs au vidéoclip où il peut libérer toute sa technicité, toute sa créativité. En 1994, malgré tout, il finit par lire le scénario de Seven et s'engage auprès de la New Line Cinema pour le réaliser. Autant ne pas y aller par 4 chemins. J'ai pris une grosse claque en voyant pour la première fois Seven. David Fincher a tout compris du maître Spielberg. Souvenez-vous des Dents de la Mer. On ne voyait quasiment jamais le requin. Et pourtant, on était pétrifié de peur. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là, quelques corps hachés menus et putréfiés, et hop, l'imagination faisait le reste. Croyez-moi, l'imagination humaine est sans limite. Il suffit juste de lui donner un petit coup de pouce, et les images les plus abominables se forment dans votre imaginaire. Où est-ce que vous pensiez qu'elle allait vous mener, cette petite conversation? Je sais pas. Il aurait peut-être fini par me dire combien de fois il avait trouvé un mort qui ne l'était pas. N'en parlons plus. Seven utilise à merveille ce ressort dramatique. Les policiers arrivent toujours sur les scènes de crime a posteriori, et donc découvrent le résultat des mises en scène macabres et sadiques du tueur. En cumulant les explications des policiers, les témoignages des témoins, les outils de torture utilisés et les images glauques des meurtres, on imagine facilement horrifié ce qui a pu se passer. Alors qu'en fait, on en a peu vu. Il faut dire que les mises en scène théâtrales des crimes sont impressionnantes. Pénombre, clair-obscur, artifice machiavélique, logement insalubre. Avec moi. Bonjour, chérie. Allez, debout, enfoiré. Compris? Le générique de début lui-même est un moment d'anthologie. Il met tout de suite dans l'ambiance, sur fond de rock industriel. La police de caractère de type machine à écrire, les images qui sautent, montrent en gros plan des mains anonymes préparant méticuleusement un document ou sculptant ses empreintes digitales.
On y voit que les actions à venir du tueur étaient mûrement réfléchies et préparées de longue date. Si le film fonctionne si bien, c'est que le réalisateur et son scénariste Andrew Kevin Walker ont su distiller une intrigue qui va crescendo jusqu'au final qui glace les sangs. Les personnages sont aussi pour beaucoup dans le plaisir pris à la vision du film. Le jeune chien fougueux, Mills, incarné par Brad Pitt, véritable pitbull brut de décoffrage, ferait presque sourire son coéquipier, Somerset, Morgan Freeman, sage et cultivé. Le jeune flic boit de la bière, le presque retraité du bon vin, et c'est un détail parfaitement voulu par Fincher. Pourquoi vous n'êtes pas marié, William? Oh, Tracy, s'il te plaît. J'ai failli l'être une fois. Et ça n'a pas marché. Je suis très étonnée, vraiment. Je vous assure. Eh bien... tous ceux qui ont passé un certain nombre d'heures avec moi me trouvent désagréable. Demandez à votre mari. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Trop longtemps. Entre les deux hommes, que tout sépare, se glisse la jolie jeune femme enceinte de Mills, Gwyneth Paltrow, perdue dans cette ville impersonnelle et terrifiante par bien des égards. Car oui, un autre personnage clé du film est la mégalopole dans laquelle se déroule la quasi-totalité de Seven. Elle est cauchemardesque, il pleut tout le temps, l'air semble saturé de pollution. Son nom n'est d'ailleurs jamais cité dans le film. Associé au chef opérateur attitré de Spielberg, Darius Khondji, le réalisateur travaille une photographie contrastée et désaturée et explique avoir voulu faire un film en noir et blanc, en couleur. Seven n'est pas un polar pétaradant bourré d'action, mais un polar sombre, taiseux, teigneux, proche du film noir des années 50. D'ailleurs, la seule course-poursuite du film se fait à pied et sans effusion inutile de coups de feu. Le tueur reste une ombre parmi tant d'autres.
Non! Mais qui est David Fincher? Petit génie issu de la génération MTV, David Fincher vient, nous l'avons dit, du vidéoclip. Assez rapidement, Hollywood lui fut les yeux doux, mais ce sera l'amère expérience d'Alien 3. Finalement, Seven le remet sur le devant de la scène et lui permet d'enchaîner The Game en 97, Fight Club en 98, qui fit scandale pour son ultra-violence, Panic Room en 2001, hommage à peine déguisé à Alfred Hitchcock, et bourré de prouesses techniques. Zodiac en 2007, The Social Network en 2010 ou Gone Girl en 2013. Rebelle, exigeant, pointilleux, perfectionniste, voire tyrannique, Fincher n'hésite pas à faire endurer 99 prises à Rooney Mara pour une seule scène de Social Network. Pas étonnant que son cinéaste préféré soit Stanley Kubrick, qui lui aussi est connu pour ses prises à rallonge. C'est le prix à payer lorsque l'on veut travailler avec David Fincher. Brad Pitt, tout d'abord, le beau gosse incarné. Tous les films qu'il tourne sont des cartons ou presque. Après avoir enchaîné quelques petits rôles, c'est une pub pour les jeans Levi's en 90 qui lui permet de se faire remarquer. À partir de ce moment, les rôles s'enchaînent, à commencer par celui d'un autostoppeur sexy dans Thelma et Louise, puis sous la caméra de Robert Redford dans Et au milieu coule une rivière. Il devient tueur en série pour Dominic Sena dans California, ou un junkie pour True Romance de Tony Scott. En 1994, l'acteur devient bankable et interprète un vampire aux côtés de Tom Cruise dans Entretien avec un vampire. Il est également le fils d'Anthony Hopkins dans Légende d'automne. C'est Seven qui le met définitivement au firmament des stars. Et tous les films auxquels il participe dorénavant sont soit des succès critiques, commerciaux, ou le plus souvent les deux. Quelques-uns au hasard. Il est charismatique dans 7 ans au Tibet du français Jean-Jacques Hano. Ultra violent et affûté dans Fight Club en 99. Ultra cool dans Ocean's 11 et ses suites en 2001. Presque un dieu dans 3 en 2004. Magnifique de présence dans le western L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Redford en 2007. Brad Pitt est non seulement un sex symbole, il a été élu l'homme le plus sexy du monde en 1995 et 2000, mais également un homme d'affaires avisé. En 2002, il a créé sa société de production, Plan B Entertainment, B pour Brad, of course. Et il produit des films dans lesquels il joue, même des tout petits rôles. Que dire de plus ? Que 13 de ses films ont dépassé les 200 millions de dollars de recettes dans le monde. Qu'il a reçu l'Oscar de meilleur acteur pour un second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood de son pote Tarantino. Qu'il est l'heureux propriétaire d'un vignoble dans les Côtes de Provence, le domaine Miraval, dont la cuvée a été élue meilleur rosé du monde en 2013. Même si vous le connaissez et qu'il ne vous reconnaît pas dans la rue, c'est normal. Il est atteint de prosopagnosie. Pathologie qui l'empêche de reconnaître les visages, même familiers. Cela lui vaudra d'ailleurs la réputation d'être un acteur hautain et prétentieux. Si je devais retenir un film dans toute sa filmographie, ce serait L'Armée des 12 singes, génial film d'anticipation de Terry Gilliam, dans lequel il partage la vedette avec Bruce Willis. Morgan Freeman maintenant.
Après des débuts difficiles au théâtre et au cinéma, au début des années 70, et un rôle récurrent dans la série The Electric Company, c'est le film Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford en 89 qui l'impose définitivement. Son jeu introverti, sa stature, 1,88 m, sa voix posée et profonde, son regard perçant vont lui permettre d'enchaîner toutes sortes de premiers et de seconds rôles. Il sera soldat nordiste noir dans Glory en 89, ami fidèle d'Eastwood dans Impitoyable en 92, compagnon de cellule dans Les Évadés en 94, général dans Alerte en 95, flic dans Le Collectionneur en 97, président des États-Unis dans Deep Impact en 98, un ex-boxeur dans $1 Million Baby de Clint Eastwood en 2004, film qui lui vaudra d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle. Collaborateur malin de Bruce Wayne dans Batman Begins en 2005, et Nelson Mandela lui-même dans Invictus en 2009, et même Dieu, excusez du peu, dans Evan Tout-Puissant en 2007. Un grand monsieur, tant par ses rôles que par ses engagements politiques, fervent défenseur des droits civiques des Afro-Américains. Gwyneth Paltrow ensuite, qui débute au cinéma en 1991 dans Hook de Steven Spielberg. Mais c'est Seven et surtout sa romance People avec Brad Pitt qui lanceront sa carrière. Suivront entre autres le talentueux Mr. Ripley en 1998, Shakespeare in Love en 1999, rôle pour lequel elle décroche l'Oscar de la meilleure actrice à la surprise de tous. Captain Sky et Le Monde de Demain en 2003. En 2008, elle rejoint l'univers cinématographique Marvel en interprétant Virginia Pepper Potts, secrétaire puis compagne d'Iron Man, d'abord dans les 3 films portés par le personnage d'Iron Man et dans la série de films choraux Avenger, Spider-Man Homecoming, Infinity Wars ou Avenger Endgame. Tourner dans ces super productions lui permet de s'investir artistiquement dans des projets indépendants moins en vue. Que dire de plus sur la belle Gwyneth Paltrow ? Elle a été en 2017 une source majeure d'informations pour les journalistes du New York Times qui ont révélé l'affaire Harvey Weinstein et permis la naissance du hashtag MeToo. En effet, en 1996, le libidineux producteur lui avait fait des avances sexuelles non désirées et son compagnon de l'époque, Brad Pitt, y avait rapidement mis fin. Elle a également été élue la plus belle femme du monde en 2013. Dans le même style, elle a été l'épouse de Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay de 2003 à 2014. Végane, très portée sur le bien-être, elle crée en 2008 le site internet Goop. Bien que critiqué par les professionnels de santé, il est rapidement devenu une référence incontournable en matière de détox et de philosophie de vie holistique. Au passage, c'est aussi une source de revenus non négligeable pour l'artiste. Kevin Spacey, enfin. Après s'être fait connaître au théâtre au début des années 80, et surtout dans le rôle du trafiquant Mel Profit dans la série télé Un flic dans la mafia, il débute au cinéma en 88 dans La brûlure de Mike Nichols. S'en suivront entre autres Glengarry en 94, Swimming with Sharks en 95. La même année, 2 films vont le révéler au grand public. Seven, bien sûr, et le non moins génial Usual Suspects, film pour lequel il remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, en l'occurrence celui de l'énigmatique Verbal Clint, alias Kaiser Soze. Il enchaînera ensuite des films de studio ou indépendants, au gré de ses envies et de ses choix artistiques, jusqu'au début des années 2010 comme American Beauty de Sam Mendes en 1998, rôle qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur, La vie de David Gale en 2003 ou Superman Returns en 2006. En 2013, Netflix lui propose le rôle de Frank Underwood, homme politique sans scrupules qui finit par devenir président des États-Unis. C'est un carton critique, public et mondial. Mais l'acteur est rattrapé en 2017 par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, plaintes déposées par 2 jeunes acteurs. Les langues se délient alors, et l'on découvre que l'ambiance sur la série House of Cards est qualifiée par l'équipe technique de toxique, du fait du comportement de prédateur de l'acteur. Kevin Spacey est viré manu militari de la série. La même année, il se déclare gay, mais la communauté LGBT lui reproche d'utiliser son coming out pour faire oublier les plaintes dont il fait l'objet et de se cacher derrière l'arc-en-ciel. Kevin Spacey a disparu des écrans radars, espérant faire un retour sur les planches et les écrans une fois ses ennuis judiciaires terminés, mais en 2022, 3 nouvelles plaintes ont été déposées. On n'est pas près de le revoir, je pense. La scène finale, au dénouement homérique,
La seule ensoleillée du film d'ailleurs, alors qu'elle est la plus sombre, est le prototype même de ce que l'on appelle un twist dans le jargon scénaristique. Un retournement de situation ou un dénouement inattendu. Et celui de Seven fait très très mal. D'ailleurs, cette scène a failli ne jamais exister, car les studios New Line Cinema souhaitaient une fin plus classique, craignant qu'elle n'attire pas le public en salle, et un classement interdit aux moins de 16 ans au film. David Fincher et Brad Pitt, qui avaient lu par erreur la première version du scénario, annoncent alors qu'ils refuseront de faire le film si la scène est modifiée. Le producteur cède. Au même titre que la toupie dans le film Inception, elle a alimenté bon nombre de théories sur la toile. Beaucoup de spectateurs se sont interrogés sur le contenu de la boîte, livrée en plein désert à Somerset. Que contenait-elle ? Encore une fois, l'imagination du spectateur va s'emballer, et son palpitant avec. Seven a été un énorme succès commercial et critique, rapportant 327 millions de dollars dans le monde pour un budget d'à peine 30, 10 fois la culbute. En France, 5 millions de spectateurs se déplaceront pour trembler dans les salles. Il permettra à David Fincher d'être bankable, de voir les portes d'Hollywood s'ouvrir définitivement et d'avoir la maîtrise de ses futurs projets, du scénario au montage, ce qu'on appelle le final cut. Quelques anecdotes pour finir. Brad Pitt n'a eu aucun mal à jouer avec un bras dans le plâtre, puisqu'il s'est effectivement cassé le bras en jouant la scène de poursuite, obligeant Fincher à quelques aménagements d'emploi du temps et scénaristiques. Si le couple Pitt-Paltrow fonctionne si bien à l'écran, c'est que les deux jeunes acteurs étaient en couple dans la vie. Ça aide. Le nom du personnage de Morgan Freeman, Somerset, viendrait de l'auteur anglais William Somerset Maugham, écrivain très populaire et auteur de nombreux romans psychologiques. Cela colle parfaitement avec le caractère du personnage, à la fois amateur de bon vin et cherchant dans les bibliothèques une raison biblique aux actes du tueur. Tout est fait pour passer 2 heures accroché à son fauteuil. Et même si la scène finale entrave aux nuits quelques semaines, ne boudez pas votre plaisir. Enfin, la qualité de l'interprétation de Kevin Spacey rend son personnage John Doe encore plus haïssable. Halluciné, déterminé, sûr de sa victoire, il laisse transparaître une folie qui fait froid dans le dos. Vous saviez bien que je dirais oui. Salut. Inspecteur, votre femme a appelé plusieurs fois. Vous devriez vous acheter un répondeur. Inspecteur. Je vais la prendre, ma retraite, croyez-moi. Inspecteur. Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? Le voilà. Bouge pas! Tu bouges pas, compris? À plat ventre! Écartez-vous, s'il vous plaît. Je t'équipe plat ventre! Je vous connais. Maintenant! Allonge-toi! À plat ventre! Tu m'entends, espèce d'ordure? Plus vite! Complètement! Allonge-toi complètement! Grouille-toi! Plus vite! Plus vite! Plus vite, je t'ai dit! Allez! Le nez sur le sol! Oh nom de Dieu! Putain, c'est quoi ça? Je voudrais parler à mon avocat, s'il vous plaît. Eh oui, la question que tout spectateur se pose à la fin du film, et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Mills? Pas facile d'y répondre, hein? La prochaine fois, nous irons du côté du western, pour un film qui est à la fois un western, mais aussi une comédie. Nous irons voir Mon nom est personne, de Tonino Baleri, sorti en 1973 avec Terence Hill et Henry Fonda. Pourquoi ce film? Parce que j'ai jamais compris si c'était un western ou une comédie. Alors on en parlera la prochaine fois. J'espère donc vous avoir donné envie de revoir ou de voir Seven et vous souhaite de bons cauchemars. À bientôt, bon film et bon cinéma bis.